jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci beaucoup. Ma passion pour la jeunesse, juste de vous informer, former, divertir, à la recherche de la découverte de la culture congolaise. Où en sommes-nous? C'est ça vraiment la question que je me suis posée depuis le matin. Mais je sais bien que fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, à travers cette émission, vous aurez bel et bien la réponse à cette question posée. Où en sommes-nous avec la littérature congolaise? Parce qu'en face de moi, je vous annonce déjà que j'ai vraiment un invité spécial, un jeune qui m'a épaté au couloir, qui m'a donné vraiment l'envie. Il est juste écrivain, poète, donc il s'agit de Daniel Mukumbi. Daniel Mukumbi, je sais bien qu'il fera au moins le plus simple présentation pour vous donner au moins le goût, le saveur de ces filets. Bonsoir et bienvenue Daniel. Merci beaucoup Madame Elali. Voilà, est-ce qu'il y a probabilité de pouvoir au moins faire une brève présentation à tous ceux-là qui vous suivent maintenant à la maison? Ok, merci beaucoup. Je suis Daniel Mukumbi. Et on m'appelle déjà au pays poète de la nation. Poète de la nation parce que j'ai commencé à exercer ma plume, à traduire l'envie de la population, les cris du peuple et aussi les souffrances de la nation, les mettre par écrit et c'est ce qui a valu ces qualificatifs-là, poète de la nation. D'où est venue d'abord cette idée de pouvoir au moins mettre à la disposition de la population congolaise vos livres, s'il faut le dire, parce que je n'ai pas encore annoncé ça. On va réellement vraiment parler de ça parce que nous sommes à la recherche moins de la littérature congolaise. Tout à fait. L'envie d'écrire m'était venue quand j'étais encore aux humanités. Et là, quand je voyais, bon, la plupart des textes qu'on nous faisait lire, c'était des textes des écrivains étrangers. La plupart du temps, les textes des écrivains français, des écrivains belges, des écrivains antillais. Et moi, je me suis dit, en tout cas, il est temps de commencer aussi à écrire pour que par la suite du temps, nos enfants commencent plutôt à étudier nos textes pour que nous puissions leur inculquer nos valeurs et non qu'ils puissent avoir des valeurs étrangères qui risquent d'être contraires à nos valeurs de départ. Là aussi, c'est la congolité dans la littérature. Bon, tout à fait, il faut vraiment s'adapter, il faut être à la mesure parce que les enfants retiennent ce que vous leur inculquez. Exactement. Ce que vous leur donnez comme science, ce que vous leur apprenez à faire, c'est ce qu'ils retiennent et c'est ce qu'ils développent et c'est ce qu'ils deviennent. Alors, si nous avons hérité de l'histoire coloniale, nous avons été imposés des mentalités coloniales et c'est ce qui m'a poussé à dire non, cette mentalité n'est pas vraiment la bonne parce qu'elle nous restreint et notre liberté n'est pas vraiment exprimée. Voilà pourquoi nous avons toute la possibilité de commencer à écrire et à préparer ce que nous allons enseigner à nos enfants. Vous le faites par conviction, par vocation ou comment? Bon, au fait, je le fais par vocation. Mais il a fallu du temps pour que je puisse vraiment reconnaître que c'était par vocation. Parce que j'ai commencé à écrire en voyant la souffrance du peuple, en voyant la misère dans laquelle était plongée la population, surtout de l'Est de la République. Parce que mon enfance, je l'ai passée à Goma et à Bukavu. Et c'est la partie qui est le théâtre de la guerre pendant une vingtaine d'années déjà.
Et quand je voyais les affres de la guerre, ça me poignardait par le dos et mon esprit était vraiment troublé par cette réalité, cette triste réalité macabre. Et je me suis dit, il faut commencer à mettre ça par écrit pour que nos enfants puissent lire notre histoire et puissent connaître ce que nous avons vécu et qu'ils puissent avoir déjà des pistes, des solutions sur comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour apporter des solutions aux problèmes de la société. Daniel, je souhaiterais que vous donniez quand même un peu de goût, de la saveur à ceux qui vous suivent maintenant là, à la maison. Parce que devenir poète aujourd'hui, ce n'est pas quand même le départ de votre parcours. Tout à fait. Vous venez de quelque part. Alors comment quitter, au moins, s'il faut le dire, abandonner une chaise pour prendre une autre? Voilà, c'est pourquoi je dis souvent et je l'ai dit à ceux qui me posent la plupart du temps cette question, parce que c'est une question qui tique presque tout le monde. Exactement. Dans tout mon parcours, personne ne peut dire que je devrais être poète, parce que je fais les humanités techniques, les humanités scientifiques, la section, l'option biochimie. Et j'ai obtenu mon diplôme d'état en biologie-chimie. Voilà. Après, je suis allé aux universités où j'ai obtenu mon diplôme de graduat et des licences en écologie et gestion des ressources végétales, donc la faculté des sciences. C'était à l'université officielle de Bukavu. Après ma licence, j'ai obtenu une bourse de l'Union européenne en collaboration avec l'université de Kisangani, où je fais mon 3e cycle, le master en gestion de la biodiversité et aménagement forestier durable. Dans tous ces parcours-là, il n'y a rien de poésie, il n'y a rien qui pouvait dire et prédire aux gens que je serais poète. Alors, attends d'abord, ça c'est vraiment une question de curiosité. J'aimerais poser au moins à Daniel, est-ce que c'était par manque d'orientation ou comment? Parce que c'est quelque chose, vous avez donné vraiment le meilleur de vous-même, c'est focalisé sur d'autres sciences, mais aujourd'hui, vous vous retrouvez donc poète de la nation, si vous voulez dire. Oui, c'est pourquoi je dis que la poésie est venue vers moi, et moi, je ne suis pas venu vers la poésie, parce que tout mon cursus là, c'était pour fuir un peu la poésie. Mais aujourd'hui, si je suis devenu vraiment poète, c'est parce qu'il y avait cet appel-là, d'où la vocation que vous avez évoquée. Et chaque fois que je voyais une situation qui perturbe le peuple, je me disais ça, il faut écrire. Et c'est pourquoi j'ai écrit le premier livre, Mes écrits, Cris de mon peuple. Voilà, on arrive déjà là. Comme je vous avais dit, des téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes juste à la découverte de la culture congolaise. On se retrouve ici avec Daniel, poète de la nation, s'il faut le dire. Waouh! Moi, je me suis dit au coup là, waouh! Donc, Daniel, d'un coup comme ça, il m'a inspiré à pouvoir aussi devenir poète un jour, bien que ce n'est pas moi ce n'est pas encore, je ne dirais pas que c'est ma vocation, non. Mais je me retrouve en face de vous, Daniel, mes écrits, cris de mon peuple. Tout à fait. Pourquoi d'abord l'intituler comme ça? C'est-à-dire que je suis un vrai observateur. Et dans la société, quand je vis, j'essaie d'observer. Ce qui ronge la population me ronge aussi. Ce qui trouble le peuple me trouble aussi. Ce qui déstabilise la nation me déstabilise aussi. Et quand j'ai vu les affres de la guerre, quand j'ai vu les violences sexuelles, quand j'ai vu le tribalisme, quand j'ai vu les notions de balkanisation qu'on essayait de nous imposer, quand j'ai vu le colonialisme, quand j'ai vu tout ce qui nous était interdit, la liberté, l'injustice, et tout ça, je me suis dit non, ça c'est vraiment des situations qui ne faut pas perpétuer. C'est ça qui vous a poussé au moins à pouvoir le dire ainsi. Et tout à fait, j'ai transmis tout ça, tout ce qui était malheur du peuple, je l'ai pris comme un cri de secours, voilà, un cri d'alarme, et j'ai intitulé le livre Mes écrits, Cris de mon peuple. Voilà, vous êtes naquis au moins de Bukavu, s'il faut le dire, c'est un frère ressortissant au moins de Bukavu, hein, vraiment. Lui, tel qu'il est là, il a au moins la possibilité de nous donner réellement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vivre ça au moins par... sur de manuel par exemple, sur le manuel palpable comme ça. Oui. Donc ça prouve réellement ce que vous avez pu vécu pendant
vos temps, si vous le dites, votre enfance, comment? Tout à fait. En fait, j'ai des cicatrices qui ont peiné à se cicatriser parce que toute ma tendre enfance a été perturbée par le phénomène de la guerre qui est devenu comme en tout cas endémique à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà, j'étais né quelques années après l'accession de notre pays à l'indépendance. Et déjà, depuis ma tendre enfance, déjà en 1994, il y avait l'entrée des réfugiés rwandais qui étaient entrés à Goma et puis au sud Kivu, à Bukavu. Et quand ils sont entrés, on entendait des éclatements des bombes, des crépitements des balles. On voyait les gens mourir, en tout cas sous nos yeux. Et quelques années après, c'était la rébellion ce qu'on appelait la guerre des libérations de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et cette guerre-là nous a imposé de quitter notre domicile à Bukavu. Et on était en famille élargie. Mes parents n'étaient pas avec moi à ce moment-là. Et j'ai pu fuir avec mes oncles. Et on a fait plus de 400 km à pied pour fuir la guerre. Et en cours de route, on sautait des cadavres. On voyait les gens mourir. On voyait les femmes violées. On voyait les enfants piétiner et mourir même de faim. Et on passait parfois 3 jours en forêt où vous n'avez pas de nourriture. Vous n'avez rien et vous ne voyez pas même la lumière solaire. Vous ne voyez aucun village, vous ne voyez aucune personne. Et c'était un périple périlleux. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je devrais coucher par écrit pour essayer de le prendre comme un baume. J'ai pris ma plume comme un baume pour penser ces plaies-là qui gangrénaient déjà tout mon intérieur et qui m'empêchaient de me développer. Et quand je vois maintenant ces livres ici que j'ai écrits, et quand je relis, bien que c'est souffrant, j'immortalise cette souffrance-là. Et quand je le vois, j'ai ces sentiments-là aujourd'hui qui me poussent à avoir pitié de tous ceux qui souffrent parce que moi-même, je souffrais. Voilà, parce que jusqu'à présent, bien que les temps essaient un peu de pouvoir se calmer, mais lorsque vous vous référez de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, étant que l'un des ressortissants de là, ça vous fait quoi, franchement? J'ai envie de pleurer, mais non, Seigneur, soutiens-moi. Oui, alors, la situation est vraiment une situation très tragique, une situation vraiment qui amène de la peine à comprendre, parce que c'est quand même pas normal. Pendant plus de 20 ans, les gens grandissent dans la misère, dans les troubles, dans les perturbations et dans l'instabilité, dans l'insécurité. Je me souviens quand j'ai été à Goma, c'est là où je fais en tout cas mes études secondaires. Et là, chaque nuit, avant de dormir, on avait droit au crépitement des balles. Et on s'est réveillé avec des nouvelles, des tristes nouvelles. Il y a un voisin qui a été assassiné, il y a un autre qui a été blessé par balle. Et un jour, ils sont entrés même dans notre maison, des voleurs à main armée à minuit. Ils sont entrés, ils ont forcé notre porte, ils sont entrés avec des armes à feu, ils ont braqué même le fusil ici sur la tête, sur ma tête. Merci beaucoup Daniel. Donc en tout cas franchement s'il vous plaît, je souhaiterais au moins sauter, quitter cette tournant, au moins cette page. Franchement ce n'est pas facile de supporter, surtout que vous êtes au moins les témoins vraiment de l'événement. Donc quittons ça. Je vais juste avec le tout premier ouvrage, Mes écrits, cris de mon peuple. La Bible dit prier sans cesse. Vous aussi, les poètes, vous nous emportez, je ne sais pas, wow, franchement. Je suis à la page 12. La Bible dit prier sans cesse. Vous aussi, vous dites prions sans cesse. Prions sans cesse, mais qui dira la messe? Que voulez-vous nous dire par là? Voilà. Je me suis dit, si pendant plus de 20 ans, il y a eu beaucoup de dialogues qui se sont passés. Les dialogues de Gaborone, les dialogues au Sud-Afrique, de Sun City, et les dialogues de Maputo. Et partout là, on cherchait la paix, on ne l'a pas trouvée. Et moi, je me suis dit, alors,
si les hommes n'ont pas apporté solution à des problèmes, c'est-à-dire ce qui peut apporter la solution, c'est la prière à celui qui est capable de tout. Et j'ai dit, prions sans cesse. Mais qui dira la messe? Si tout le monde a sa tasse de paix, rien ne nous tracasse. C'est-à-dire, je priais ici pour la paix. Voyez-vous que cet ouvrage ici est constitué des 4 grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle chant d'espoir. Donc, j'ai vu que la population était déjà stressée, angoissée, et elle avait tendance à perdre de l'espoir. Moi, j'ai dit, en tant que poète, je dois d'abord commencer par susciter l'espoir dans l'esprit du peuple, parce que quand l'espoir est ressuscité, le peuple a maintenant une conviction que la situation va marcher. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, la première partie, je donne de l'espoir au peuple. Et puis la deuxième partie, ce sont les poèmes de destin. J'ai dit, cette situation macabre et tragique, ce n'est pas la destinée du peuple congolais. Le peuple congolais est destiné à la gloire, à la grandeur, au bonheur. Et j'ai écrit ça, le poème de destin. Voilà. Et puis la troisième partie, c'est la femme de mon pays. Quand j'ai vu, vous voyez à Bukavu, à Goma, les femmes sont violées, les femmes sont marginalisées, les femmes n'ont pas leur place. J'ai dédié une partie de ce livre à la femme de mon pays. Et puis la dernière partie, c'est le poème pour mon Congo. Voilà, le poème pour votre Congo, 4 parties, mais je veux juste quand même me focaliser à la toute première partie. Là, je ne sais pas. La Bible nous dit, ne passez plus aux anciens événements de votre passé. Mais il faut faire quelque chose de nouvel. Ici, je sais qu'avec vous, là, c'est difficile d'oublier le passé. Oui. Souvenir du passé. Oui, souvenir du passé. Ici, je me suis souvenu, au fait, c'est un poème que j'aime beaucoup. Si vous pouvez me donner un peu juste 2 minutes. Parce que c'est tout, voilà, c'est tout, c'est vraiment là. De notre passé ardent, le souvenir est encore flamboyant. Et les blessures cautérisées de nos cœurs saignent sans cesse sous ces cieux qui achèvent leur sentier sans souci, comme à l'insu de ce sanglant sacrifice suprême. Sans souci, nos visages blêmes espèrent casser sans secours cette caisse qui souffle l'air pollué vers nos cœurs sans casse-croûte. Et sans souci, nous demeurons en quête de ce sourire silencieux et sacré pour que nos blessures sèchent à jamais. Donc ici, quand je me souviens de ce que j'ai vécu comme situation, et ça créait des blessures dans mon cœur. Et je me suis dit, ces blessures ici, pour que ça sèche, il faut faire un souvenir qui va en même temps marquer les empreintes de gloire et de grâce, de bonheur et de joie. Et c'est pourquoi... C'est ça qui vous a poussé au moins de dire que je suis épris de paix. Oui, je suis épris de paix. Et dans mes écrits de mon peuple, vous allez voir que la paix est un sujet qui est presque partout et qui est en train d'être transcrite sur toutes les pages. Et quand je vois la guerre, je me suis dit, pour que la guerre cesse, il faut que nous puissions chanter pour la paix. Alors j'ai dit, je suis épris de paix, pourtant mon pays, menacé par l'orage de massacre, continue à naviguer sur l'eau trouble. Et donc, moi, mon combat, c'est chercher la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et je me suis dit qu'une partie de la paix proviendra de ce que j'écris. Parce que les gens qui vont lire ça, ils vont se révolter. Et quand ils vont se révolter, ils vont chercher des solutions aux problèmes que traverse le peuple. Et finalement, la paix sera retrouvée. Merci beaucoup. En tout cas, excusez-nous, fidèles téléspectateurs, il faut qu'ils nous envoient juste des questionnaires. Donc, on ne saura pas mélanger vos questionnaires ainsi qu'à la découverte de ce qui est au moins caché ici. Mais je sais bien que vous qui avez besoin au moins de pouvoir en procurer, s'enrichir de cet ouvrage, l'auteur vous donnera au moins le plus simple précision pour avoir au moins le livre. Vous dites sans cesse, je me retrouve de l'autre côté de la paix. Oui. Où la méchanceté, voilà. Où la machette étanche sa soif avec le sang, non du gibier,
mais des humains. Je vis les gens égorgés par les machettes et j'ai écrit ça. Où le sang des innocents est sans couleur et coule à chaque heure. Ce sang arrose le champ de nos douleurs, de nos malheurs, de nos pleurs, de nos peurs qui croissent à l'infini. Et je pleure ma peur, je pleure ma peine, je pleure ma peine dans la plaine déserte, pleine sans paix, pleine sans pain, pleine de plaies et d'épées. Daniel, avez-vous l'initiative de venger un jour? Non, la vengeance n'est pas notre affaire. Ouais, la vengeance n'est pas votre affaire, alors je suis à la page 70. Oui. Vengeance sans intelligence. Oh, oui. Oh là là. Voilà. Vengeance sans intelligence. Vous allez trouver que ces poèmes ici, je l'ai écrit parce que ça rappelle la situation qui a prévalu au Kasaï avec le phénomène Kamwina Nsapu, oui, où les gens étaient massacrés sans pudeur. Et c'était vraiment une destruction méchante et c'était une tuerie barbare. Alors, quand j'ai écrit ces poèmes-là, je me suis dit, ces gens, ils se disaient venger leur chef. Et en vengeant leur chef, ils ont massacré la population, alors que ce n'est pas la population qui avait tué leur chef. Et quand j'ai dit, opérant sous le label de Kamwina Nsapu, une colonie de 4800 poux, agit sans aucune notion de charité, de prétendant venger la mort de son autorité. Est-ce là la vengeance? Non. Oubliant son intelligence, elle fait avec négligence, traitant les humains comme le coltan et piétinant la mémoire du sultan sans doute, elle fait fausse route, sémant terreur et désolation, panique et tribulation. Avec vous, ce que j'ai beaucoup aimé, ce ne sont pas de fiction en fait, hein. Ce sont juste de réalité et que vous-même vous êtes témoin vivant des événements. C'est ça qui vous pousse moi à chaque fois de pouvoir écrire ça. Poème de libération. Ah, je savais le cri de mon peuple, le cri de mon peuple. Vous alliez arriver là-bas. Poème de libération. Poème de libération. Ah, les cris de mon peuple. Les cris de mon peuple. Voilà. Ça quand même, je peux lire parce que au moins c'est les titres de l'ouvrage. Les cris de mon peuple. Oui, le cri de mon peuple. Allez, parce que nous avons deux livres ici. C'est mieux de pousser le 2. Bien que prochainement on peut y revenir avec un ouvrage pour connaître un peu de décortiquer. Mais permettez-moi seulement de lire rapidement. Rapidement. Aujourd'hui, si tu m'entends chanter, ce n'est pas un nouveau chant que j'ai écrit, mais j'interprète les gémissements de mon peuple qui, comme un chat, miaule sa misère, sa peine, son chagrin, son angoisse, sa solitude, son inquiétude, son incertitude. J'écris le cri de mon peuple, longtemps j'étais dans un trou à rats, sale et sombre, et rien n'y est audible. Ni la démocratie, ni la justice, ni les droits de l'homme, ni la vérité, ni la liberté, ni la sécurité, ni l'intégrité, ni la paix, ni la bonne santé, ni l'éducation, ni l'amour, ni la vie, la vraie. Les sanglots dans ma corde vocale, j'écris la douleur de ma nation en proie aux agressions des cannibales provenant des villages voisins et tirés par des ficelles d'origine lointaine. Ils ont kidnappé mes frères et sœurs et décapité mes parents dont le sang a été pulvérisé sur chaque téléphone pour qu'il soit jeté dans les oubliettes et ne brouille pas la communication. Devant leur mépris, mes écrits ne sont que cris de griots épris d'épée, épris de vie, de fraternité, et c'est à n'importe quel prix. Même celui de l'homme, s'il en a un, la mort fait partie de la vie, mais vivre la mort avant la mort est un remords pire que la mort elle-même. Daniel, je suis au bout, je suis emportée, un peu de tristesse, un peu joyeuse.
je ne sais pas quoi dire, franchement. Comprenez mon émotion en pleine émission, franchement. J'imagine déjà que vous écrivez avec votre cœur. Tout à fait. Donc vous êtes emporté de votre cœur, de vos sentiments, de votre esprit pour écrire ça. Donc mes écrits, Cri de mon peuple. J'écris vraiment avec tout mon cœur, j'écris avec toute mon âme. Et je transcris au fait ce que ressent mon âme et je le mets sur papier pour transmettre ce ressentiment dans les cœurs de la population et de tous ceux qui vont lire mes ouvrages. Déjà, voilà. Et même à l'étranger, avant d'abord de quitter les tout premiers ouvrages, mes écrits de mon peuple, qu'il faut-il retenir en bref? Ce que vous comptez au moins donner comme message à tous ceux-là qui vous suivent moi à la maison avant d'entamer le 12 Ça, franchement, peut-être les générations futures, moi, je pourrais ne plus être là, mais je considère ça comme un testament que je laisse à la République démocratique du Congo. Quand vous lisez à la page 7 avant-propos, j'ai dit l'occasion pour moi ici, mon peuple, de te dire merci. Bien qu'il semble petit, ce grand ouvrage est tien, consomme-le avec appétit. Il est rédigé en français, certes, mais il exprime tes pensées. Tiens, le poème est une robe brodée que le vent dérobe. C'est une utopie, méfie-toi de la copie. Pour résoudre tes problèmes, mon peuple, lis tes propres poèmes. Une question qui vous est posée ici. Quelle est votre motivation de devenir poète? La motivation de devenir poète, c'est que les grandes nations... Ou parolier. Donc, elle a bien précisé, c'est la part de Jessica Ndoya. Votre motivation de devenir poète ou parolier? C'est-à-dire que devenir poète, j'ai trouvé ça comme une grande destinée pour moi, en vue d'amener le changement que je voudrais voir dans ce monde. J'ai trouvé que par ailleurs dans le monde, les grands poètes ont été à la base des grandes transformations, des grands changements, des grandes révolutions. Et moi aussi, je me suis révolté, je me suis dit, pour vraiment amener le changement tant espéré, amener la paix et la justice dans ce monde, je dois être poète et faire sentir ma voix parce que mes écrits crieront même quand je serai absent. Vraiment, ça s'écrit de gens, même lorsque vous êtes devant nous, on sait vraiment qu'il y a quand même de choses il y a quand même de, que dirais-je maman, de couteaux qui nous poignent là vraiment, franchement. Quittons mes écrits de mon peuple. 2019, vous avez publié ça, 2020, vous publiez encore l'univers à l'envers. Ah. Tu nous amènes où? À l'inverse? Voilà. Comme je l'ai dit au départ, moi je suis vraiment un observateur. Et quand j'ai observé le monde tel que aujourd'hui on est en train d'y vivre, je trouvais quand même qu'il y a une tendance qui n'interpelle presque personne. Les valeurs ne sont plus valeurs. Aujourd'hui, on prend un sage pour un insensé et le fou s'est fait passer pour un savant. Et l'ignorant est pris pour un grand, vraiment savant. Et puis, ceux qui ne méritent pas, ceux qui sont incompétents, sont pris pour des compétents. Aujourd'hui, le crime est devenu quelque chose de sacré. La corruption a été institutionnalisée. Le racisme, le colonialisme, le tribalisme et même ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on a tendance à institutionnaliser, l'homosexualité. Tout ça, on n'a pas connu par le passé. Et je me suis dit, où va le monde? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut traduire ça par écrit et il faut dénoncer. Et quand je dénonce, j'ai dit, l'univers est à l'envers. Attention, soyons sur nos gardes, que nos enfants ne soient pas amenés. Le point principal ou bien l'objectivité de l'univers à l'envers, c'est quoi exactement? Oui, c'est dénoncer toutes ces antivaleurs-là
en vue de promouvoir maintenant les valeurs. Et lorsque vous parlez de chenille qui devient papillon, donc c'est-à-dire qu'il y a la transformation, non, tout est possible de quitter l'autre cas pour se transformer. Oui, parce que quand dans chenille devient papillon ici, je me suis dit, voilà, ça c'est encore une fois de plus le phénomène de guerre. Il y a des populations aujourd'hui qui sont maltraitées, qui sont marginalisées, qui sont pillées, qui sont volées, qui sont violées, qui sont tuées, parce qu'ils sont encore sans force. Ils sont à leur état de chenille. Mais attention, il y a un moment où ils vont devenir papillons. Et quand ils vont prendre de l'envol, alors ils ne seront plus piétinés. Et c'est pourquoi j'ai écrit il y a plus de peur que de mal. Là. Oui, plus de peur que de mal. Tout à Nous fait. sommes empoisonnés partout. Nous sommes empoisonnés partout. Oui, nous sommes empoisonnés partout. Vous voyez par exemple le phénomène d'empoisonnement, c'était un phénomène qui était vraiment à Goma, la plupart du temps, à l'est de la République démocratique. Tu parles ça au passé Goma? Oui, c'est un peu actualisons ça au présent. Moi, je parle de ça au passé parce que c'est un phénomène qui est venu des pays limitrophes de la République démocratique du Congo et qui est arrivé à Goma d'abord. C'est là que le phénomène a été vraiment a pris de l'ampleur et aujourd'hui il commence à être injecté un peu partout, même dans les grandes villes comme Kinshasa. Et c'est pourquoi j'ai écrit ça, parce qu'auparavant quand on tombait malade, on allait à l'hôpital croyant que c'est là qu'on va trouver la guérison. Mais ici vous allez trouver que même à l'hôpital on est empoisonné, même à la pharmacie on est empoisonné. Les médicaments qu'on nous envoie ne sont pas de vrais. Et même à l'église on est empoisonné, ce qui est tragique aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, nous sommes empoisonnés partout, au salon, en chambre, à la cuisine, en douche et même à la toilette. Nous sommes empoisonnés partout, à l'école, au marché, au bureau, au champ et même à l'église. Nous sommes empoisonnés partout, à l'usine, à la pharmacie, au supermarché, au cybercafé et même à l'hôpital. Ce que nous consommons aujourd'hui, nos ancêtres ne consommaient pas ça. Parce qu'avec le phénomène de croissance démographique, il n'y a plus de bouche à nourrir qu'on ne produit de nourriture. C'est pourquoi moi je vais inciter la population à travailler le sol. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire que si nous mettons à cultiver nos propres champs, nous n'allons pas mourir de faim. Parce que même la nourriture que nous consommons se transforme en poison. On consomme les aliments surgelés et tout ça, c'est du poison. C'est du poison. Voilà. Même les médicaments que nous prenons, nos ancêtres se soignaient seulement par leur alimentation et tout se trouvait dans la nature. William Fourni nous signale que nous sommes arrivés au moment de la fin de cette émission. L'État nous fait défaut. Les bonnes choses ne durent jamais, dit-on, mais on va quand même boucler cette émission avec vous. Oui. Espoir du lendemain meilleur. Oui. Espoir du lendemain meilleur. Je souhaiterais que vous puissiez aussi encourager, motiver tous ces gens-là, surtout de Bukavu, qui nous suivaient partout, qui ont perdu aussi leur espoir, à pouvoir y retrouver si c'est possible. Oui. Et donc, nos journées sont noircies par les nimbus de corruption, de trahison et d'injustice, offusquant le soleil d'honnêteté, d'intégrité et de justice. Ici, je suis en train de dire que pour que notre lendemain soit meilleur, nous devons être honnêtes, nous devons avoir le sens de l'intégrité et l'esprit de justice. Nos visions de réussite, de succès et de gloire sont détournées par des vues d'échecs, de défaites et de honte. C'est-à-dire ici, notre vision doit être focalisée sur la réussite, sur le succès et sur la gloire. Vous savez que l'Afrique a été objet de gloire, d'une saison de gloire, mais qu'on n'a jamais démontré et qu'on ne met jamais à l'avant-plan. C'est l'Afrique qui a découvert les mathématiques. C'est l'Afrique qui a été à la base de toute l'humanité aujourd'hui. Mais qui en parle? Donc, il y a le moment qui va venir et notre espoir est que l'Afrique vivra encore et revivra sa période de gloire. Nos rêves d'amour, de bonté, de dignité sont interrompus sans pitié par des cauchemars de haine, d'incompétence, de méchanceté et de violence. Merci beaucoup, Daniel Moukoubi Kikouni. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je sais qu'il y a certaines personnes, surtout, qui attendent de vous le numéro. Où faut-il retrouver vos deux ouvrages? S'il y a moyen, donnez votre numéro, l'adresse pour retrouver vos deux
ouvrages. Ok, et d'abord, les ouvrages, par moi-même, vous pouvez les trouver au numéro 09 92 10 45 66. 09 92 10 45 66, même sur WhatsApp, c'est le même numéro et qui est joignable. Et puis les livres, on peut le trouver à la bibliothèque Miesi, c'est au croisement des avenues Sayo et des Sports. Et même vous pouvez le trouver au siège de l'association des écrivains du Congo sur Bandal Molar. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est un mot d'espoir. C'est que je commence déjà à animer des conférences pour faire passer le message. Et le 31 juillet, j'aurai conférence à la bibliothèque urbaine sur Première rue Lumété, où je vais parler de l'univers à l'envers. Et il y a 2 autres livres qui sont en train de venir déjà, que j'ai écrits. Et le premier est intitulé « Vivre, c'est laisser les empreintes ». Et le deuxième est intitulé « Les interdits ». Merci beaucoup, Daniel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à la grande équipe technique qui nous ont accompagnés tout au long de la réalisation de cette émission. Papa William Founi. À la régie finale, merci. Merci beaucoup, Jessica Ndoaya, Tremplin Mélodie. Merci beaucoup, Mr. James. Devli Passa, merci. Capella Moana Bumbu, qui a, il a été à la fois réalisateur de l'émission, à la fois. Waouh! Merci beaucoup. Bon, c'est le programme sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,